Bonjour, notre intervention intitulée La contestation de l'idéologie scientiste et technologique par Jürgen Habermas. Introduction 50 ans après l'édition de l'œuvre de Jacques Ellul, la technique ou l'enjeu du siècle paraît en 1968. La technique et la science comme idéologie de Jürgen Habermas. Cet ouvrage est publié en France par les éditions Gallimard en 1937 sous le titre La technique et la science comme idéologie. La traduction et le préface ont été assurés par Jean-René Ladmiral, un universitaire françois tout à la fois germaniste et philosophe. Ces livres marquant les esprits pose la question des relations troubles entre les progrès scientifiques et le pouvoir politique, avec des conséquences importantes quant au fonctionnement de la démocratie et aux relations altérées entre l'homme et la nature. Contrairement aux autres ouvrages précédemment analysés, la technique et la science comme idéologie se présentent comme un recueil d'articles choisis par Jürgen Habermas. À cette époque, l'auteur commence à être connu. Habermas est né en 1929, ayant soutenu sa thèse en 1954. Il rejoint l'université de Francfort en 1956. En 1961, il publie l'ouvrage L'espace public, archéologie de la publicité, comme dimension constitutive de la société, qui devient un classique en sciences de l'information et de la communication. Assistant de Theodor Adorno, Jürgen Habermas est considéré comme le continuateur ou l'héritier de la célèbre école de Francfort dont le fondateur Max Horkheim, toujours Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin et Eric Fromm, inspiré par une approche marxiste hétérodoxe, ont voulu mettre en place une analyse critique de la société capitaliste. D'ailleurs, en hommage à ce maître marxiste, mais aussi juif, qui avait fui l'université allemande sous le régime national-socialiste, antisémiste et anti-marxiste, Habermas écrivait un ouvrage qui leur était consacré, Profil philosophique et politique, dans l'avant-propos de la technique et la science comme idéologie. Jürgen Habermas explique d'emblée le pourquoi d'une sélection de ces 5 articles. La technique et la science comme idéologie, progrès technique et monde vécu social, scientifisation de la politique et opinion publique, connaissance et intérêt. Ce court texte de 29 pages donnera naissance peu de temps après à un volumineux ouvrage portant le même titre, Connaissance et intérêt, puis Travail et interaction. Cet ensemble est éclairé par le très belle préface de Jean-René Ladmiral, qui comporte 49 pages numérotées de première à la fin. Le premier article, le plus long, 74 pages, et le plus intéressant, fait l'objet de cette récension. Son titre a été repris et donné par l'auteur à l'ensemble de son livre La technique et la science comme idéologie. Selon Jürgen Habermas, c'est un article dédié au 70e anniversaire d'Herbert Marcuse, destiné à susciter une réflexion autour d'un de ses textes, La puissance libératrice de la technologie. L'instrumentalisation de choses se convertit en obstacle à sa libération. Elle tourne à l'instrumentalisation de l'homme. Cette étude fait l'objet de 9 chapitres numérotés de 1 à 9. Rationalité, premièrement, le premier chapitre aborde le concept de rationalité en ce sens que cette dernière tend à caractériser les échanges et à le soumettre ainsi que les décisions précises à des critères rationnels. Cette extension industrialise le travail social. En fait, la rationalisation reste liée à l'institutionnalisation du progrès scientifique qui participe à la transformation des institutions elles-mêmes. Cette rationalité implique des stratégies de
manipulation et de domination via des systèmes aménagés. Cette domination se tombe tant sur la société que sur la nature. De lors, la rationalisation autorise l'existence d'un contrôle, ou bien d'un contrôle permanent et étendu au nom de la raison technique, qui cache en fait une domination politique. Reprenant plusieurs textes d'Albert Marcuse, Jürgen Habermas reconnaît que l'énorme accroissement de forces productives depuis 1945 s'est institutionnalisé, surtout que cette formidable croissance unique dans l'histoire de l'humanité a rendu légitime le processus de rationalisation. Or, la domination réelle est masquée par la référence à des impératifs techniques qui rationalisaient le pouvoir sans réclamant la nature est autre, c'est autre. Le deuxième chapitre évoque la fusion entre la technique et la domination, ainsi que l'interprétation de la rationalité et l'opposition. Il faut donc révolutionner la science et la technique pour démanteler une domination de classe. Pour ce faire, l'humanité devrait promouvoir une résurrection de la nature déchue. Habermas parle ici d'un retour ou d'un appel à la mystique juive et protestante. Comment renoncer à notre technique au profit d'une autre qui serait qualitativement différente? Pour cela, il faudrait communiquer réellement avec la nature et ne plus le considérer comme un objet, mais comme un autre. Quoi qu'il en soit, une nature sortant ainsi de son sommeil ne saurait remplacer la réalisation de la technique, qui sont indispensables dans leur genre. L'alternative proposée à la technique existante, c'est-à-dire le projet de la nature comme partenaire et non plus comme objet, renvoie à l'alternative d'une autre structure d'action. Au niveau d'une intersubjectivité encore incomplète, nous pouvons prêter aux animaux, aux plantes et même aux pierres une certaine subjectivité et communiquer avec la nature au lieu de la travailler sans la moindre communication. Cette approche globale des interactions entre l'homme et la nature certainement inspiré les plus belles pages du célèbre astronome Hubert Reaver, qui décrit la beauté de la nature et de l'espace avec des accents prophétiques et poétiques et estime qu'entre l'inanimé et le vivant, il n'y a qu'une différence organisationnelle. Habermas, toujours en référence à Albert Marcuse, son ouvrage de référence L'homme unidimensionnel, rejette la tentation de l'innocence politique de force productive comme celle des péchés originels du progrès scientifique. C'est pourquoi l'auteur propose de reprendre le concept soutenant que la double fonction du progrès scientifique et technique est à la fois productive et idéologique. Troisième point, le travail et interaction. Le troisième chapitre étudie le couple de concepts permanents d'appréhender les changements institutionnels dans la société. C'est un examen des propositions de Colt Edgar Person. Affectivité, neutralité, particularisme, universalisme, ascription, achèvement, spécificité. Habermas estime que cette approche est subjective. Ce couple ne rend pas vraiment compte du changement des attitudes dominantes lors du passage d'une société traditionnelle à une société moderne. Pour mieux comprendre ce changement, l'auteur pense que la distinction entre travail et interaction est un bon point de départ. L'auteur définit le travail comme une activité instrumentale ou un choix rationnel, parfois comme la combinaison de deux. Les règles techniques fondées sur un savoir empirique s'imposent à l'activité instrumentale. C'est une activité rationnelle. Les interactions médiatisées par des symboles participaient à une activité communicationnelle conforme à des normes en vigueur comprises par le sujet. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l'échec. En effet, les normes sans intérioriser permettaient une action conforme aux attentes sociales.
L'analyse permet une distinction entre le cadre institutionnel d'une société et les sous-systèmes afférents. Ainsi, il est possible de reformuler le concept de rationalisation. La fin des sociétés traditionnelles. Le quatrième chapitre identifie en premier lieu la société traditionnelle qui diffère de société primitive par un pouvoir central, par une division en classes sociales et économiques et enfin par une vision globale du monde légitimement la domination et s'appuyant sur une technique développée et la division du travail qui permettait une surproduction. Par ailleurs, la stabilité et des innovations restreintes caractérisaient la société traditionnelle où la productivité limitée légitime les institutions dominantes. De lors, le pouvoir institutionnel domine les forces productives. Toutefois, le capitalisme ébranle cette prééminence du pouvoir institutionnel pour la croissance économique continue, l'industrialisation des activités rationnelles remettait en cause les visions mythiques et religieuses du monde. Les sociétés engagées dans un processus de modernisation répondaient de la sorte aux problèmes de l'humanité comme la vie en collectivité et la destinée individuelle. Les thèmes en sont la justice, la liberté, la violence, l'oppression, la misère et la mort. Cette confrontation signifie la fin de la légitimation de la domination traditionnelle et donc de sociétés traditionnelles. La domination ne descend plus du ciel, mais s'établit grâce au système social, où l'échange de marchandises et le marché obligeait ceux qui en sont dépourvus à vendre leurs forces de travail. Les institutions de la société moderne sont plus économiques que politiques. Les légitimations traditionnelles de la domination sont non seulement fragilisées, mais remplacées par des revendications à caractère scientifique. La science moderne assume un rôle spécifique. Depuis Galilée propose un système de référence méthodologique et un savoir techniquement utilisable. En plus de la dépolitisation de masse, le cinquième chapitre commence par une étude de l'interprétation marxiste du rapport de production. Marx remettait en cause l'illusion de la liberté donnée par le libre contrat de travail faisant apparaître en plein jour la violence sociale du travail salarié. Marcuse en déduit que depuis la fin du XIXe siècle, des tendances imposées, d'une part l'accroissement des activités interventionnistes de l'État et d'autre une interdépendance de la recherche et de la technique qui fait de la science et représente la force productive le plus importante. Selon Habermas, Marcuse permet de comprendre pourquoi la science et la technique assumaient la fonction de légitimation de la domination, puisque les formes de domination des sociétés pré-bourgeoises, religion, tradition, obéissance, sans discussion, cédaient la place à l'émancipation bourgeoise avec le suffrage universel. L'idéologie de libre-échange cède apparemment la place à un programme de remplacement où l'État compense le dysfonctionnement de libre-échange par la stabilité, l'assurance de la sécurité. Sur le plan social, du bien-être et de la promotion individuelle, c'est le prix à payer pour que le masse soit fidélisé. Il faut donc que ce dernier se politiser. Habermas revisité Marcuse soutient que la science et la technique tiennent un rôle primordial dans cette dépolitisation de masse. En plus, progrès scientifique. Le sixième chapitre montre la tendance d'un capitalisme avancé à penser à imposer la scientifisation de la technique pour accroître la productivité de travail. Le développement technique interagit avec le progrès des sciences modernes. La recherche industrielle à grande échelle est couplée avec la recherche scientifique et le commande de l'État favoriser le progrès scientifique dans le domaine militaire. Le progrès scientifique devient en lui une source indépendante de plus-value. Le progrès autonome de la science et de la technique devient la variable la plus importante
de la croissance économique. De lors, une illusion apparaît, prend force, celle d'une dynamique immanente de progrès produisant de contraintes, objectifs auxquels le politique doit répondre. Habermas pense que c'est une véritable idéologie et qu'ainsi la science et la technique permettaient de légitimer le pouvoir d'une véritable technocratie. Enfin, le marxisme et ses limites. Le septième chapitre met en exergue le limite théorique du marxisme, car, selon Jürgen Habermas, le concept de lutte de classe et d'idéologie perdait une partie substantielle de leur pertinence. L'État bloque le conflit de classe par des gratifications compensatrices de lors du conflit sociaux peuvent apparaître. S'il ne remettait pas directement en cause le système établi, le conflit latent des intérêts de classe s'estompe apparemment au profit du conflit périphérique, mais cela ne signifie nullement que les antagonismes déclassés disparaissaient. Toutefois, l'idéologie dominante fétichise la science et la technique, affectant l'intérêt émancipatoire de l'espèce dans son ensemble, toute classe sociale et individus confondus, donnant naissance à une conscience technocratique légitimement la dépolitisation de masse pour le pouvoir de disposer techniquement de choses. L'adaptation à son milieu, le huitième chapitre reprend l'argumentation développée par l'auteur remettant en cause certaines approches marxistes. Selon Habermas, et contrairement à ce que Marx avançait, les forces productives ne déclenchaient pas systématiquement de mouvements d'émancipation. Certes, l'espèce humaine sait comment adapter culturellement son milieu à ses besoins par l'asservissement des forces de la nature, comme le souligne Marx dans le manifeste communiste. Mais cet asservissement risque, selon Jürgen Habermas, de se retourner contre les individus par des progrès scientifiques futurs permettant le contrôle du comportement, la modification de la personnalité, la surveillance des organisations des individus, des techniques d'éducation plus sûres et de propagande affectant le comportement, l'application des procédés électroniques à la communication directe avec le cerveau, l'élaboration d'une nouvelle pharmacopée contrôlant la fatigue, l'humeur, les perceptions et l'imagination, des possibilités plus grandes pour changer le sexe des individus, le contrôle génétique et la constitution de base des individus. Habermas pose le principe d'une augmentation du pouvoir de disposer techniquement de forces naturelles. À son avis, l'accroissement de la production et de l'exploitation de la nature ne participe pas obligatoirement à une vie bonne. Cette approche des objectifs et de la finalité de notre société pose un questionnement essentiel. Toutefois, l'auteur pense que le capitalisme avancé refuse toute communication autour de ce type de questions. La révolte étudiante. Le neuvième et dernier chapitre aborde le problème de la remise en question de l'idéologie technocratique implicite. Habermas note une contradiction inhérente au système par l'opposition entre ce que nous voulons avoir pour vivre et comment nous aimerions vivre. Dans cette perspective, Habermas étudie la révolte étudiante. Et constate que les étudiants militants pensaient moins à la réussite sociale, carrière, famille, qu'à des objectifs communs. Ces étudiants venus de milieux privilégiés, de familles aimantes et compréhensives, libérés de contraintes économiques et qui ont bénéficié de pédagogies ouvertes, posaient des questions fondamentales. Pourquoi, en dépit du développement technologique, les individus doivent-ils subir la tyrannie du travail professionnel? Pourquoi maintenir une pression constante sur les individus par la concurrence et la recherche de performance? Habermas voit dans ces questionnements
et ces protestations et une possible remise en cause de l'idéologie technocratique sapant ainsi la légitimation du capitalisme avancé. Euh, Conclusion, pour conclure, nous devons nous souvenir que ce texte a écrit en 1967 et 1968, en pleine période d'ébullition intellectuelle, sociale et durant les longues révoltes étudiantes qui ont secoué durablement le monde occidental. Il n'en reste pas moins que ce texte remet en cause le mode de développement scientifique de notre société. Cependant, les dangers d'une science travaillant sur l'humain et le problème des avancées scientifiquement et technologiques pouvant porter atteinte à l'humanité ou bien été vus et pressentis par Habermas. Aujourd'hui, le transhumanisme, l'homme augmenté, le décryptage du génome, le changement de genre, le biogénétique, la miniaturisation constante de la connectique, autoriser un contrôle permanent de l'homme de sa naissance à sa mort en passant par son travail et ses loisirs. L'auteur avait aussi ressenti cette nécessité d'un dialogue constant de l'humanité avec la nature. D'autres auteurs et chercheurs ont également participé à cette ouverture philosophique, voire existentielle et écologique vers la nature, de Georges Baptiste au franco-américain René Dubos, à Edgar Morin ou plus récemment Dominique Lestel. Merci bien de votre attention. Voilà notre intervention est terminée, intitulée La contestation de l'idéologie scientiste et technologique par Jürgen Habermas. Au revoir.